Bonjour à toutes et à tous. Euh, Merci d'être présent à ces séances de séminaire du programme NAM du LASPAT, qui en est à sa troisième séance. Après la première consacrée aux opinions publiques africaines et à la question du multilatéralisme, la deuxième était plutôt relative à la tentative de réception des normes par les États africains, principalement hum, sous l'aire ou l'espace géographique de l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, qui nous était présenté par Monsieur Moisiano. Aujourd'hui, on va plutôt parler de questions de sécurité, avec pour thème les opérations de maintien de la paix en Afrique, bilan et solutions. On a un recours au service du docteur Philippe Awono, spécialiste des questions de sécurité et des opérations de maintien de la paix. Le département des opérations de maintien de la paix recense 11 opérations actuellement en cours, dont 5 rien que sur le seul continent africain. L'actualité a été récemment dominée par le désengagement onusien suite à la demande des autorités maliennes, mais dans le même temps, l'une des plus importantes missions onusiennes, la MONUSCO, a vu son mandat être renouvelé dans un contexte de conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Dans le même siège, la question sécuritaire connaît une tentative africaine d'appropriation. L'Union africaine, tout comme les organisations sous-régionales, développe des mécanismes de prise en charge de l'aspect sécuritaire, des architectures pour la paix et la sécurité, des brigades en attente, des forces conjointes, des fonds pour la paix, une mutualisation conjointe sonne comme un début de réponse. Également, sous un autre registre, les langues se délient quant à une supposée présence étrangère au travers de ces opérations de maintien de la paix. C'est au nom de toutes ces considérations que le programme NAM du LASPAT a jugé nécessaire la tenue d'un séminaire sur les opérations de maintien de la paix en Afrique, bilan et solutions. Je suis Fadilou Ndoye, doctorant en sciences politiques. Ma thèse porte sur la politique étrangère du Sénégal. Je suis également chargé de programme multilatéralisme au sein du programme NAM du LASPAT. J'assurerai la modération de cette séance. Pour les besoins de la communication, il a été fait appel au service de M. Philippe Awono, spécialiste des opérations de maintien de la paix, enseignant, chercheur à l'université Yaoundé 2. Monsieur Awono, vous avez la parole. Merci. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Vous vous entendez, c'est tout bon. D'accord. Je remercie effectivement l'ASPAD de m'avoir confié à cette discussion. Je préfère l'appeler ainsi parce que le cadre s'y est mieux à la suite des échanges, mais surtout au contexte qui justifie la présente réflexion. Donc, il faut déjà dire que le thème est intéressant d'abord par l'actualité des questions sécuritaires en Afrique, mais surtout par la nature même du sujet à débattre. Vous savez que le monde est en ébullition et finalement, lorsqu'on parle de sécurité, on a tendance à penser que ça devient quelque chose désormais de banal, dans le sens où il ne se passe plus une journée sans qu'un article de presse ou à la télévision, on ne parle de sécurité. Donc tout cela montre effectivement à quel point la discussion que nous aurons cet après-midi est une discussion éminemment importante, à la fois pour notre continent et pour notre monde et pour sa position dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce que comme vous pouvez l'imaginer, euh, l'Afrique ne fonctionne plus en vase clos. Elle est effectivement dans une espèce de dialogue, j'ai failli dire un commerce sécuritaire avec le reste du monde. Et il est important à chaque fois que une telle réflexion est menée, qu'elle soit effectivement articulée avec les problématiques d'ordre mondial. Donc, il m'a été demandé de réfléchir à un thème intitulé Les opérations de maintien de la paix en Afrique, bilan et solutions. Évidemment, lorsqu'on regarde la structure de ces thèmes, on pourrait s'imaginer que c'est un thème valise ou un thème bateau dans lequel on mettrait tout et n'importe quoi, mais je pense aussi que ce thème se justifie parce qu'il permet effectivement d'avoir une discussion plus large
plutôt que de la resserrer à des angles ou à des aspects précis. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu, tout en remerciant une fois de plus de l'ASPAD de m'avoir convié à cette discussion. Alors, en guise d'introduction, je dirais effectivement que si on évoque la question du maintien de la paix en Afrique, c'est d'abord parce elle est saisie dans un contexte contraint. Ce contexte-là est contraint par tout le discours lié aux mutations des opérations de la paix, des mutations qui elles-mêmes sont rattachées à des dynamiques budgétaires. Vous savez que une opération de paix, comme toute opération militaire d'ailleurs, que ce soit une opération militaire au sens hard ou au sens soft du terme, reste toujours coûteuse. Et enfin, c'est un contexte qui est contraint par la question de l'endogénéisation opérationnelle des processus de paix en Afrique. En clair, cette capacité effectivement de l'Afrique ou des Afriques, puisque vous avez bien vu dans la suite que je préfère parler d'Afrique pour désigner aussi une relation plurielle, puisque lorsqu'on parle souvent de l'Afrique ou du maintien de la paix en Afrique, on a l'impression que les processus sécuritaires en Afrique sont des processus purement homogènes. Pourtant, lorsqu'on observe, pour ne citer que les deux cas que j'ai abordés dans cette réflexion, la situation sécuritaire au Congo ou la situation sécuritaire au Mali, on voit très bien que les contextes et les dynamiques sécuritaires ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que je préfère parler d'une Afrique qui va donc voilà, dégager une multiplicité de territoires qui soient chrysogènes et conflictogènes. Et qu'est-ce qu'on va finalement observer? Qu'est-ce qu'on va finalement observer de manière principale dans ce questionnement? C'est de voir si finalement le maintien de la paix en Afrique a permis d'atteindre le cap de la paix positive au sens de Johan Galtung, c'est-à-dire une paix qui va bien au-delà de l'arrêt du crépitement des canons, de l'arrêt des hostilités militaires au sens martial du terme, pour envisager une sécurité globale qui prenne en compte des aspects liés aux droits de l'homme, à la démocratie, à la reconstruction, bref, la sécurité sur le temps long. Il va donc déboucher sur ce qu'on appelle, un peu au sens de l'école de Copenhague, la sécurité humaine. Et c'est pour ça qu'on se pose la question effectivement de savoir quels sont les enjeux et les perspectives d'un contexte assez contraint pour l'Afrique, dont vous l'avez si bien rappelé hein, au début de votre présentation, elle consacre une bonne partie des opérations de paix de maintien de la paix dans le monde. Ensuite, toujours en guise d'introduction, il va falloir effectivement se dire qu'on ne peut pas penser aujourd'hui, on ne peut pas discuter aujourd'hui des questions de maintien de la paix en Afrique, quel que soit le bord de l'Afrique, on prend effectivement, dans cette fois-là, on se permettrait de parler d'Afrique plutôt que des Afriques. Et donc, on ne pourrait pas envisager ces processus-là sans les lier aux dynamiques d'intégration régionale sur le continent. Et lorsqu'on évoluera avec la réflexion, vous verrez très bien pourquoi on essaye de mettre en musique ces dynamiques-là entre mutation des processus de paix d'une part et articulation avec les dynamiques sécuritaires régionales et sous-régionales d'autre part lorsqu'il le faut. Alors, on ne peut pas, même si vous avez évoqué quelques éléments à l'entame de votre propos, je dirais qu'on ne peut pas parler des processus de paix, en tout cas du maintien de la paix en Afrique, sans évoquer des éléments d'histoire qui permettent eux-mêmes de dégager les grandes lignes de l'histoire du maintien de la paix en Afrique, sans être exhaustif, bien sûr. Et effectivement, au rang de ces grandes lignes-là, on va évidemment mettre en lumière le déploiement de l'ONU au Congo, qui va effectivement être la première mission d'envergure, hein, qui va marquer effectivement l'engagement des Nations Unies en tant que garant de la paix et de la sécurité internationale sur le continent africain. Après, le sort
le sort de ce dispositif sécuritaire de restauration de la paix au Congo, on en discutera. On pourra en discuter durant les échanges. Mais moi, je voudrais effectivement jeter comme ça des pavés dans la main, jeter des dés pour planter en fait le décor. Ensuite, autre grande ligne de ce contexte historique, c'est à saisir effectivement entre 1990 et 2000. Et pour tout spécialiste des relations internationales ou des questions sécuritaires, lorsqu'on parle de 1990, on s'arrête tout de suite. On s'arrête tout de suite, que ce soit d'un point de vue opérationnel, que ce soit un point de vue sécuritaire, parce que on se situe là au lendemain de la chute du mur de Berlin, ou plutôt dans le contexte de ce qu'on a appelé théoriquement la fin de la bipolarité, même si on peut discuter aujourd'hui de la bipolarité du monde, la fin de la bipolarité et l'avènement d'un monde multipolaire avec très exactement la désagrégation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ex-URSS. Donc, cela étant dit, c'est un contexte qui, entre 1990 et 2000, va permettre d'imaginer une nouvelle dimension du maintien de la paix. Cette nouvelle dimension du maintien de la paix qui va intégrer les aspects civils, les aspects liés aux droits de l'homme, liés à l'état de droit. Et si vous regardez très bien le contexte international, nous sommes quand même dans un contexte qui correspond aussi à une période où il va être imaginé ce qu'on a appelé l'agenda des Nations Unies pour la paix. Donc, on est quand même dans un contexte où le monde bouge et on se dit, est-ce qu'il faut réfléchir à la restauration de la paix dans une dimension purement martiale? Eh bien, la réponse était non. On s'est dit qu'il fallait intégrer les aspects liés aux droits de l'homme, à la démocratie, à l'état de droit, comme je le disais. Donc, c'était un moment fort des opérations de maintien de la paix en Afrique. Je ne voudrais pas rentrer dans des considérations, même si on pourrait y revenir, sur la guerre du Biafra, qu'il faudra situer aussi dans ce contexte-là, ou encore le génocide rwandais, sachant que toutes ces questions peuvent renvoyer à ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, qui est un marqueur de mutation lorsqu'on étudie les opérations de maintien de la paix. Ensuite, on va se rendre compte qu'il y a toujours un besoin de changement, un besoin d'amélioration dans la manière dont on saisit les opérations de la paix, et c'est ce qui va justifier en 2018 le lancement de l'initiative Action pour le maintien de la paix, dont le but était effectivement de renforcer les missions. Il va sans dire effectivement que si on arrive en 2018 à cet état de choses, c'est que de manière rétrospective, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un réel problème de l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Et puis, moment fort d'un point de vue de l'analyse des opérations de maintien de la paix en Afrique, c'est le retrait de la MINUSMA en 2023. Donc, effectivement, il s'agit là de la mission des Nations Unies au Mali qui va symboliser un trait majeur des opérations de paix en Afrique, c'est la question de leur reconfiguration par l'appropriation régionale qui va être de plus en plus importante. À partir de là, à partir de là, on a assez d'éléments, assez d'outils pour saisir la trajectoire du maintien de la paix en Afrique. Et moi, je l'ai qualifié de trajectoire bigarrée. Je l'ai qualifié de trajectoire bigarrée parce que lorsqu'on regarde tout ce qui a été dit précédemment, on va bien se rendre compte que le maintien de la paix en Afrique est loin d'atteindre le cap de la paix positive. C'est pour ça que je dis que j'estime que nous étions encore, il y a eu des évolutions ultérieures, dans le statu quo de la paix négative, qui veut simplement dire effectivement une paix qui consiste à arrêter les hostilités. Et donc, techniquement, dans le langage technique, on parle d'une paix qui va rechercher la désescalade sans toutefois reconstruire.
et j'ai essayé de faire le parallèle tout à l'heure en mobilisant les travaux de Joan Galtung à l'entame de mon propos sur effectivement la différence entre la paix négative et la paix positive. Et le cas du Mali permet effectivement de le voir lorsqu'on sait tout ce qui s'est passé au Mali jusqu'au retrait de la MINUSMA, sachant que jusqu'à aujourd'hui, le Mali n'est pas toujours dans un état optimal de sécurité. Lorsqu'on parle de la trajectoire bigarrée du maintien de la paix en Afrique, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Je ne voudrais pas tous les citer parce qu'on n'aurait pas le temps d'envisager une réflexion sur tous ces éléments-là, mais je voudrais prendre les plus saillants. L'un des éléments les plus saillants lorsqu'on parle ou on ambitionne de penser une opération de maintien de la paix, c'est d'abord la question du consentement du pays hôte. Or, le cas du Mali a permis de voir un peu une forme d'hostilité envers la MINUSMA pouvait même déjà justifier l'inefficacité ou la fin assez précoce de cette mission-là des Nations Unies qui n'est pas allée jusqu'à son terme pour un élément très simple, pour une raison très simple. Il n'y a pas eu un véritable accueil de, de, de cette mission. Et ça va permettre d'aborder un deuxième élément qui est tout aussi lié au premier, c'est la question de l'articulation entre le consentement du gouvernement d'accueil d'une opération de paix et la manière dont ces opérations sont pensées à New York. Je pense ici aux travaux de David Ambrosetti qui décrit un peu le travail et qui permet effectivement de voir qu'il y a comme une forme de désarticulation entre la manière dont la paix est pensée à New York et la manière dont elle sera opérationnalisée sur le terrain. C'est la grande question du transfert des solutions internationales de sécurité. Comment est-ce que ces transferts-là sont articulés? Est-ce qu'ils prennent en compte les réalités locales? Est-ce qu'ils prennent en compte le véritable ancrage local de ces dispositifs-là? Ou alors, il s'agit simplement de penser à des recettes internationales qui pourraient circuler comme ça dans tous les terrains. Et s'il m'était posé la question de savoir si ces recettes-là pourraient circuler dans tous les terrains, la réponse est tout de suite non. Parce que, je l'ai d'ailleurs dit au sujet de la définition, la distinction entre les Afriques, les terrains de crise, les terrains de conflit ne se ressemblent pas. De ce point de vue, on peut comprendre effectivement que la trajectoire du maintien de la paix en Afrique puisse être considérée comme une trajectoire bigarrée simplement parce qu'elle ne produit pas la paix positive, elle est limitée au stade de la paix négative, j'entends simple recherche de l'escalade, de limitation de la confrontation militaire, sans toutefois régler des questions essentielles liées aux droits de l'homme, à la reconstruction, à l'état de droit et à la démocratie. On peut donc, à partir de là, comprendre pourquoi une opération militaire, comme l'opération militaire de maintien de la paix au Mali, a pu échouer. Je pourrais même rentrer dans d'autres considérations sur la frontière entre une opération de paix et la lutte contre le terrorisme. Parce que là encore, il y a des confusions qui vont être créées, sachant que de telles confusions vont entretenir un discours plutôt proche de l'intérêt national plutôt que celui de la sécurité collective. Donc, le cas du Mali est assez important pour comprendre cela. Et sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas, de véritable succès d'une opération de paix à envisager si on n'a pas pris en compte la dimension de l'acceptation de l'État hôte. Dernier aspect, c'est la qualité des accords de paix. J'ai l'habitude d'appeler les accords de paix les accords en pièces pour indiquer en fait le niveau de rationalité qui préside à la signature de tels accords. L'idée en fait, c'est d'interroger la sincérité des acteurs, mais surtout l'esprit qui les anime, qui les guide vraiment au moment où ils signent ces accords. Et j'en veux pour preuve. Là, on peut sortir du cas malien pour prendre par exemple le cas congolais ou le cas centrafricain pour dénombrer le nombre d'accords de paix qui a été signé pour résoudre les problèmes de crise dans ces différents pays, sans toutefois
sans toutefois que ces accords de paix ne conduisent à une véritable paix positive. Donc voilà les éléments en fait qui me permettent de penser que la trajectoire du maintien de la paix en Afrique est une trajectoire bigarrée parce qu'elle ne se limite qu'à la paix négative. Et pour donner quelques éléments de détail sur ce que je venais de dire, cette question de la volonté, de la réelle volonté de recherche de la paix des parties au conflit lorsqu'elles sont à la table pour signer un accord de paix, va revenir au bout du jour lorsqu'on va se rendre compte qu'après un accord de paix, peut-être 6 mois après, les hostilités recommencent et que les mêmes parties à la signature de l'accord de paix sont tout de suite promptes à reprendre les armes pour rendre encore de manière plus brutale, pour rendre encore fragile le contexte sécuritaire, non sans brutalité. Et là, on va se rendre compte que dans un pareil contexte, la posture des casques bleus va être une posture extrêmement fragile. Parce que dans ce contexte-là, ils ne peuvent pas véritablement protéger la population. Lorsque les principaux acteurs, même au conflit, ne sont pas, entre guillemets, sincères. Et lorsque je parle de sincérité, je l'ai dit tout à l'heure, je fais purement référence à l'issue et à la trajectoire des accords de paix. On n'est pas donc étonné que même après un accord de paix, qu'on puisse avoir encore des massacres qui se multiplient. Et il y a un dernier aspect qu'il ne faudrait pas négliger, c'est la question budgétaire. Je l'ai dit tout à l'heure, une opération de paix, ça coûte de l'argent, en plus de ce que ça peut coûter des vies lorsqu'elle est mal pensée. Et donc, cette question budgétaire est aussi à prendre au sérieux lorsqu'on analyse la trajectoire ou la dimension bigarrée des opérations de maintien de la paix. Cela étant, j'ai dit tout à l'heure que je préférais aller assez rapidement pour laisser du temps à la discussion. Cela étant, la dimension bigarrée du maintien de la paix des opérations de maintien de la paix en Afrique n'a pas forcément occulté la dimension liée à la mutation, puisqu'on observe aujourd'hui qu'il y a comme une forme de mutation du paradigme des opérations de maintien de la paix avec l'Afrique qui devient au cœur de la manœuvre. Et on va observer qu'en 10 ans, le maintien de la paix en Afrique a changé d'échelle et de nature. D'abord, on va remarquer que les grandes missions des Nations Unies se contractent. Ensuite, on va remarquer qu'il y a des coalitions régionales qui montent en puissance. Et que ça correspond un peu à ce que Norbert Elias appelait une anima collectiva ou une mise en avant d'une espèce de communauté de sécurité au sens de Karl Deutsch. Mais il y a aussi de l'autre côté les partenariats bilatéraux qui vont se multiplier et on voit qu'au cœur de toute cette dynamique-là, l'Afrique commence à disposer d'un cadre financier plus ou moins stable pour agir dans les opérations de maintien de la paix. Ça va donc correspondre à un paysage plus ou moins recomposé, au sein duquel on va remarquer que des pays comme le Rwanda s'imposent comme de véritables prestataires de sécurité, mais de prestataires rapides. Parce que lorsqu'on parle de mutation du paradigme, il y a la question de la rapidité qui est prise en compte. Il faut savoir que pour qu'une résolution puisse donner la possibilité d'engager une opération de paix, il y a quand même un certain nombre d'activités qui sont menées aux Nations Unies. Je parlais tout à l'heure de David Ambrosetti qui décrit un peu tout cet environnement, sachant que dans cette multiplicité d'activités-là, il peut y avoir des blocages liés aux intérêts nationaux, liés à ce que représente euh, la future opération de paix pour les intérêts des pays dans la région, comme pour dire en fait que ce n'est pas une mince affaire. Donc, le fait de changer de paradigme permet donc de contourner cette question de la lenteur pour imaginer des opérations qui soient beaucoup plus rapides.
On va donc constater là qu'il y a une véritable transition dans l'architecture africaine de paix et de sécurité, puisqu'on va voir à partir des cas concrets, comme au Mali, que le fait que la MINUSMA soit partie répondait aussi à ce besoin-là, d'abord d'ancrage local d'une opération qui ne serait plus contestée. On ne va pas refaire l'histoire ici, mais surtout ce besoin de rapidité dans l'action. Et je ne peux pas aborder cette question sans revenir sur les questions d'intérêt national dont je parlais tout à l'heure, en faisant le distinguo entre une opération de maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme, sachant que à la frontière entre les deux pourrait très vite se noyer la question des intérêts nationaux autant pour moi. De la même manière, la reconfiguration de la MONUSCO au Mali ou encore le passage les mutations opérées dans les opérations de maintien de la paix en Somalie montrent effectivement qu'il y a une mutation de paradigme avec une présence beaucoup plus africaine dans la gestion de ces questions. On ne pourrait pas négliger, bien évidemment, la question de la présence occidentale au Sahel. Peut-être ça fera l'objet des discussions tout à l'heure, mais cette question aussi, la manière dont elle a été traitée et la configuration aujourd'hui de la présence occidentale au Sahel vient confirmer cette mutation du paradigme de la transition des opérations de paix en Afrique avec l'Afrique au cœur de la situation. Mais il ne faudrait tout de même pas oublier que malgré tout ce qui vient d'être dit, la soutenabilité d'une opération de paix va toujours dépendre des questions de renseignement. Et c'est là où on va encore interroger le rapport à l'Occident, parce que le renseignement aujourd'hui, d'un point de vue technique, que ce soit le renseignement opérationnel, que ce soit le renseignement prévisionnel, va toujours impliquer une bonne dose de collaboration avec l'Occident. Je pense ici aux questions technologiques pour localiser les positions des assaillants, faire du renseignement prévisionnel et finalement anticiper. Ces questions vont finalement permettre de voir comment est-ce qu'on articule cette transition paradigmatique avec toujours la nécessité de collaborer avec l'Occident. Et je le dis parce que lorsqu'on parle de transition paradigmatique, il ne s'agit pas de penser les opérations de paix en Afrique sans l'Occident ou exclusivement africaine. Il s'agit d'abord de la responsabilité de l'Afrique, mais je l'ai dit d'entrée de jeu, l'Afrique ne fonctionne pas en vase clos et nous sommes dans un monde interconnecté où nous avons toujours besoin de collaborer. Et d'ailleurs, et c'est tout ça l'essence du multilatéralisme aujourd'hui, sinon des organisations comme les Nations Unies n'existeraient pas. Cela voudrait dire, cela voudrait dire qu'il y a des leçons à tirer. La première leçon à tirer, c'est en tant qu'Africain, et croyez-moi, ce n'est pas une position biaisée ou dénuée de toute forme de neutralité axiologique, mais c'est une position intellectuelle et scientifique qui vise à réfléchir sur la place de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a toute une discussion aujourd'hui sur la réforme du Conseil de sécurité. Je n'ai pas voulu rentrer dans cette discussion, bien qu'elle soit essentielle lorsqu'on analyse la question des opérations de maintien de la paix en Afrique. Donc, il y a cette question qu'il faut prendre au sérieux. Après, il y a la question de l'autonomisation de l'Union africaine. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait de grands pas qui sont faits, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser véritablement l'Union africaine comme une organisation régionale qui soit autonome? La question est ouverte. On pourra en parler tout à l'heure lors des échanges. Après, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est celui du renforcement des processus d'intégration régionale et donc de renforcement de l'idée de communauté de sécurité au sens de Karl Deutsch. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit.
Comment penser le maintien de la paix en Afrique si l'idée des communautés de sécurité reste fragile? Et lorsque je le dis, j'ai en mémoire la question de la dislocation de la CEDEAO pour une raison ou pour une autre, mais en tout cas, qui reste d'un point de vue analytique une question problématique, puisqu'elle va interroger la question de la viabilité des communautés de sécurité en Afrique. Et enfin, je l'ai suffisamment dit durant ma présentation tout à l'heure, la question budgétaire n'est pas à négliger. Lorsqu'il faut même penser la place de l'Afrique au Conseil de sécurité, qu'il faut penser à l'autonomisation de l'Union africaine ou encore au renforcement des processus d'intégration régionale pour rendre viable l'idée de communauté de sécurité, il reste que s'il n'y a pas une vraie programmation financière derrière, la question des opérations de maintien de la paix en Afrique restera toujours une question qui ne sera pas complètement analysée, sachant qu'il n'y a pas d'opération de la paix sans finance solide. Donc, je voudrais m'arrêter là. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je lançais le débat. Je préfère beaucoup plus des analyses plutôt que des présentations qui ressemblent beaucoup à un monologue parce que je crois effectivement à la force du débat. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Awono. Merci pour la présentation et pour le temps que pour le temps que vous avez pris pour conférer beaucoup plus d'importance au cadre d'échange qu'à une communication beaucoup plus poussée. Merci également pour la qualité de la présentation qui a été assez brève et qui est revenue sur pas mal d'aspects, pas mal de détails. À mon tour, je voudrais juste refaire un, un tour d'horizon sur ce que vous avez eu à démontrer avant d'ouvrir la séance de questions-réponses et de suggestions éventuelles qui pourraient provenir du public. Au travers de votre argumentaire, on, on, on tend à voir clairement que dès l'entente, vous mettez le curseur sur le fait que l'Afrique ne fonctionne pas en vase clos et surtout que vous le mettez en corollaire avec l'actualité internationale, avec les questions sécuritaires qui prennent une dimension assez poussée. Vous voulez également raisonner en termes d'Afrique plus au pluriel et non pas d'Afrique au singulier, avec une relation plurielle qui serait ici en jeu. Vous mettez également l'importance de la notion de paix négative plus en version contre la paix positive avec la mobilisation de l'école de Copenhague et la question de la sécurité humaine. Vous mettez également en exergue qu'on ne peut pas penser ces dynamiques en dehors des questions d'intégration qui également SM sur le continent. Il y a également des éléments d'histoire que vous avez eu à mobiliser avec l'ONUC au Congo, les années 90 avec de la bipolarité et l'explosion des missions d'opération de maintien de la paix. Il y a également la volonté d'appropriation qui est également devenue aujourd'hui une constante, non seulement au niveau régional avec l'Union africaine, mais également avec les communautés d'organisation sous-régionales. Il y a également l'étude de cas qui a été principalement axée sur les axes Mali et République démocratique du Congo. Il y a la question du consentement qui a été mobilisé principalement concernant le Mali avec la MINUSMA qui a été démantelé suite à la demande des autorités maliennes. Les autorités maliennes n'avaient pas consenti à ce que cette mission des Nations Unies continue à opérer sur le terrain. Résultat, les Nations Unies avaient été contraintes au nom de la souveraineté du Mali de plier bagage. Il y a également le fait que l'importance des accords nous lie entre les parties. Parce que n'oublions pas que dans le cadre des opérations de maintien de la paix, les Nations Unies se posent principalement en belligérant, malgré la mobilisation de forces policières, de forces militaires ou encore de forces civiles. Donc, vous avez mentionné qu'il y avait eu la qualité des accords, ou plutôt d'accords en pièces, avec la sincérité des acteurs qui pouvaient garantir la logique de la paix dans la longue durée. La question budgétaire également et la question humanitaire au travers de la théorie de la mobilisation des belligérants ou encore théorie de la mise à la disposition des troupes auprès des services du secrétariat général.
Sur ce plan-là, je me souviens que en master de notre professeur du séminaire de l'ONU et les questions internationales parlait principalement de la gestion des risques de retour des cercueils au niveau des États, ce qui montrait une certaine réticence à ce que les États développés ne nourrissaient pas une ambition de contribuer en troupes, principalement dans le cadre de ces opérations de la paix. On voit que principalement, les troupes sont originaires de pays du Sud. Si on prend le cadre africain, par exemple, il y a des prestataires que vous les dénommez comme étant des prestataires. Il y a le Rwanda, il y a le Ghana, il y a la Tanzanie, il y a le Sénégal, il y a l'Égypte, il y a la Zambie qui contribue principalement. S'agissant de la question de la mutation du paradigme, de la, euh, l'Afrique au cœur de la manœuvre, vous êtes revenu encore sur la question des communautés de sécurité, parlant comme Carlo Deutsch, également la question des prestataires que j'ai évoqué tout à l'heure. Et enfin, pour finir, vous avez mis l'accent principalement sur l'importance d'une place au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, il y a la question de la réforme qui se pose avec acuité, avec l'urgence du consensus désulvini que les États africains brandissent principalement. Il y a également la logique de l'autonomisation de l'Union africaine, puisqu'on sait que l'ONU est responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale et donc va agir de concert avec les organisations régionales, agissant ou plutôt par le biais d'arrangements régionaux ou d'accords. Également, il y a l'idée de communauté de sécurité au travers de la mise en place de zones safe ou de zones exemptes d'armes ou encore de violence. La question de la finance également, qui est le nerf de la guerre et que vous avez brossé. Donc, au détour de de toutes ces considérations, moi, j'avais principalement deux questions parce que j'ai vu que au travers de l'argumentaire, il y a principalement trois aspects ou paradigmes de recherche dans le domaine des relations internationales qui reviennent. Il y a la théorie fonctionnaliste avec l'importance des organisations internationales, surtout avec une forte implication ou plutôt dépendance des organisations africaines aux Nations Unies. Il y a la théorie réaliste également que l'on pourrait mobiliser avec l'intérêt national des divers acteurs en présence. Le professeur Pape Samadia, par exemple, parle d'une région africaine qui deviendrait le laboratoire de la violence ou encore le laboratoire d'intervention de la paix. Il y a également la théorie à gouvernance multiple que l'on pourrait mobiliser, puisqu'il y a toute une pluralité d'acteurs qui vont tenter d'intervenir. Donc, au nom de toutes ces considérations, j'ai principalement deux questions. Avant de donner la parole au public, je demanderai également aux intervenants de décliner leurs identités avant de poser leurs questions en prenant le maximum 2 minutes pour pouvoir pour que la parole puisse également être donnée aux autres participants. La première question, elle porte sur un constat qu'avait dressé la porte-parole de la MINUSCO, Ndeye Khady Lo, lors des 10 ans du LASPAT. Elle nous expliquait que quelque temps avant le départ de la représentante Bintou Keïta, d'ailleurs, que les organisations de maintien de la paix puisaient à la source leurs observations avant leur remontée vers New York. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que malgré ces recours à des données empiriques, à des données de terrain, est-ce qu'on peut expliquer les vues de... Qu'est-ce qui peut expliquer l'étiquette de puissance occupante qui peut être collée à ces opérations de maintien de la paix? La deuxième question, elle porte sur l'état du dialogue entre les Nations Unies et les organisations africaines, surtout dans un contexte de volonté d'appropriation par l'Afrique de la question sécuritaire. Merci. Ok, je commencerai par merci déjà pour le résumé succinct que vous avez fait de mon intervention. Je commencerai par la dernière question pour dire effectivement que la question du dialogue entre les Nations Unies et l'Afrique est aujourd'hui au cœur de la réflexion parce qu'il ne faut pas oublier que actuellement aux Nations Unies, il y a une réflexion qui a permis qui est d'ailleurs très récente, qui a permis d'aboutir à, si vous voulez, un agenda bis, un agenda bis des Nations Unies pour la paix. Et l'idée, en fait, c'est de prendre appui sur ces constats
selon lesquelles le maintien de la paix, et cette fois-là, ce n'est pas qu'en Afrique, parce que cet agenda-là ne porte pas seulement sur l'Afrique, mais c'est de prendre appui sur des constats selon lesquels il y a la question de l'efficacité des opérations de maintien de la paix aujourd'hui qui revient sur la table et que plutôt que de penser, je l'ai d'ailleurs dit pendant ma présentation, plutôt que de penser les opérations de paix à New York, comme quelqu'un me disait, plutôt que d'embouteiller la réalité à New York, il faut effectivement la traiter dans une forme de dialogue avec les destinataires finaux de ces processus sécuritaires. Et donc, à partir de là, on voit très bien comment peut se construire une forme de dialogue entre les Nations Unies et l'Afrique. La grande question qu'il faut plutôt se poser lorsqu'on aborde ce dialogue, c'est comment est-ce que ce dialogue s'articule avec les intérêts des grandes puissances? Parce qu'il faut toujours se dire que un processus sécuritaire n'est jamais simple. La recherche de la paix est à prendre en compte avec les intérêts des grandes puissances. Vous parliez tout à l'heure des postures théoriques. Ça, c'est clairement, et c'est d'ailleurs pour ça que les grands spécialistes de la paix et de la sécurité sont souvent des réalistes. Parce que on ne peut pas analyser, et peut-être lorsqu'on évoquait, pour m'étendre un peu, lorsqu'on évoquait la question de l'échec de la SDN, l'un des arguments qui revenait toujours sur la table, c'est qu'on a estimé que Wilson était trop idéaliste. On parle souvent de l'idéalisme wilsonien. Donc, effectivement, cette question du dialogue permet peut-être de recentrer les intérêts et de clarifier ce qui ne l'est pas. Parce que, comme je l'ai dit, il y a la question des destinataires finaux de ces processus de paix, mais il y a la question de l'interaction de ces processus de paix avec les intérêts des grandes puissances. Voilà. Donc, pour dire en fait que le dialogue dont nous parlons aujourd'hui est un dialogue important, par contre, il faut rester attentif à son issue. Il faut rester attentif à son issue. Et ça, c'est que ce soit en Afrique ou ailleurs. Pour une raison qui est simple, il peut toujours être miné ou piégé par les intérêts des grandes puissances. Maintenant, la première question elle portait sur vous pouvez me rappeler un peu la première question, s'il vous plaît. Elle avait trait vous preniez appui sur le retour de l'ex-responsable de la MONUSCO. Là, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Votre micro doit être Ouais, coupé. c'est bon. En fait, lors des 10 ans du LASPAR, il y avait la porte-parole du MONUSCO, Ndeye Kadilo, qui était une journaliste sénégalaise, qui nous expliquait que sur le terrain, les principales remontées vers New York se basaient principalement sur des données empiriques. Oui. Malgré cet état de fait, il y a aujourd'hui une étiquette de puissance occupante qui est collée principalement aux organisations de maintien de la paix. Qu'est-ce qui peut expliquer cette qualification malgré le fait qu'il y a une volonté de plutôt retourner vers les populations locales. Malgré la volonté d'implication des populations locales, toujours cette étiquette-là. Qu'est-ce qui peut expliquer cette distorsion-là? Alors, la première raison, elle est liée à ce que je venais de dire tout à l'heure. Ce n'est pas le fait que des remontées empiriques soient faites à New York qui conditionne l'issue des processus de paix. On est d'accord. Il reste la question de la consommation de ces remontées-là par les officiels. Y a-t-il une sincérité absolue dans les décisions qui sont prises sur la base de ces remontées? Parce que c'est exactement comme si vous êtes mon collaborateur, je vous envoie faire une mission, vous me faites un rapport de mission, vous savez pas ce que je vais faire de ce rapport de mission. On est bien d'accord. Et il n'est pas exclu que je vous renvoie en mission 2 semaines après et vous allez être étonné en disant, mais comment est-ce qu'on me renvoie en mission alors que j'ai fait un rapport qui dit exactement le contraire de ce qu'on me demande d'aller faire à nouveau? C'est un peu pour schématiser et pour comprendre la situation des processus de paix en Afrique et ailleurs. J'aime bien toujours le dire, ce n'est pas qu'en Afrique qu'on a ça en fait. Parce que l'idée aussi de la stigmatisation de l'Afrique peut constituer aussi un biais analytique. Donc, ce qu'il faut se dire en fait, c'est qu'il y a une forme de gap entre la qualité des observations empiriques qui sont faites et remontées bien sûr à New York et l'exploitation qui en est faite par les officiels. Sachant que cette exploitation va avoir deux conséquences principales. La première, c'est que si elle n'est pas sincèrement faite,
La nature des opérations qui vont en résulter va montrer effectivement que on n'a pas eu un changement. L'opération de paix va être maintenue dans le temps sans toutefois apporter des solutions et donc sans toutefois conduire à ce que j'appelais tout à l'heure la paix positive. Et de l'autre côté, il faut voir comment est-ce que ces remontées s'articulent avec la question des intérêts nationaux, pardon, des intérêts des grandes puissances. Et ça rejoint pour, juste pour terminer là-dessus, ça permet donc de réouvrir le débat sur une question que j'ai évoquée tout à l'heure, la question de l'Afrique au Conseil de sécurité. Peut-être votre question n'aurait pas de sens si l'Afrique avait une place au Conseil de sécurité, vous comprenez? Elle aurait été probablement plus attentive à la manière dont on traite ces remontées de terrain. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir la parole au public. Je vous demanderai juste aux intervenants de décliner leur identité et de prendre maximum 2 minutes pour apporter leurs suggestions ou encore leurs questions aux communicants. Merci à vous. Alors, Fadil, je voudrais prendre la parole, s'il vous plaît. Merci, Rabiatou. La parole est on va laisser la parole à M. Ibrahim Khan d'abord. Ensuite, vous pouvez poser votre question. M. Ibrahim Khan, vous avez la parole. Merci Fallou et puis un grand merci au présentateur pour l'analyse assez large, vraiment et très fouillée qu'il nous a présentée tout à l'heure. Philippe, si tu me permets de te tutoyer, je voudrais juste avoir ton opinion sur ce que pourrait être le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique en cas de disparition d'une institution comme les Nations Unies. Vous savez que l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, si on se réfère bien au protocole sur le Conseil de paix et de sécurité, est intimement liée, intimement attachée au système de paix et de sécurité qui a été introduit par les Nations Unies depuis 1945. Qu'adviendrait-il de la sécurité, en tout cas du maintien de la paix en Afrique si les Nations Unies n'existaient plus? Et on voit déjà les prémices d'une mise à l'écart des Nations Unies dans les questions de paix et de sécurité. Merci. Ok, merci pour cette question. Heureusement que vous-même, vous avez planté le décor. Et puis, effectivement, on peut se tutoyer. Tu as indiqué que c'était une opinion. C'était une opinion et qui n'est pas forcément une analyse scientifique, mais je vais faire un effort de me situer entre les deux. Ok? Alors, d'abord, d'un point de vue scientifique, il faut effectivement dire que lorsqu'on observe la Charte des Nations Unies, les communautés sous-régionales sont présentées comme des organisations de sous-traitance. J'essaye de paraphraser un peu, hein, comme des organisations de sous-traitance. Je ne sais plus à quel chapitre on fait référence, ou c'est le chapitre 7 ou le chapitre 8, je ne l'ai plus à mémoire, mais qui dit en fait que il y a cette question de l'appui, on parle même beaucoup plus d'appui, c'est-à-dire cette capacité d'appuyer, autrement dit, de faire ce qui est décidé à New York. Ça, c'est d'un point de vue analytique. Et il me semble que l'une des faiblesses de la charte est effectivement de n'avoir pas envisagé le cas contraire dont vous parliez et qui permet de saisir la question à partir de mon opinion propre. Mon opinion propre, c'est que, et là je prends un peu appui sur les, euh, les analystes et des juristes internationalistes, c'est la question des circonstances exceptionnelles. Là, on va invoquer la question de la circonstance exceptionnelle. Est-ce que l'Afrique se dessaisirait des processus sécuritaires sur son continent, alors même que dans certaines zones, ces processus deviennent de plus en plus urgents, au simple motif que les Nations Unies ont disparu? Non. Je pense que non. Mon point de vue, c'est non, en insistant sur le fait que ce sera peut-être l'occasion pour l'Union africaine, effectivement, et les communautés sous-régionales de réinventer leur modèle de gestion des crises. Parce que il va sans dire aujourd'hui que
sans doute la manière dont ce modèle est pensé est effectivement tributaire de la Charte des Nations Unies, comme vous veniez de l'indiquer tout à l'heure. Donc, si les Nations Unies venaient à disparaître, il y aura donc la question de la circonstance exceptionnelle qu'on m'a invoquée, mais surtout, ce sera une occasion, ou plutôt un moment d'arrêt, auprès de l'Union africaine, des instances de l'Union africaine, notamment le Conseil de paix, pour réimaginer la manière dont l'Union africaine se projecterait. Et peut-être ce sera là l'occasion de régler le débat pour que les questions qui ne se sont pas posées, qui se sont posées aux Nations Unies ne se posent plus. Je parle très précisément de la question de l'Afrique au Conseil de sécurité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous voyez très bien qu'il y a une forme de complexité, simplement parce que les Nations Unies n'ont pas encore disparu. Et si l'organisation venait à disparaître, effectivement, il faut que l'Union africaine s'arrête un moment pour repenser sa gestion des crises. Voilà. Monsieur Khan, vous voulez intervenir derrière ou bien? Non, mais je le remercie pour ses commentaires. Peut-être que euh, un aspect que j'aurais bien aimé être approfondi sous cet angle-là, c'est l'aspect financier. Parce que jusqu'à présent, c'est les Nations Unies qui prenaient en charge euh, de façon constante toutes les initiatives dans ce cadre-là. L'Union africaine n'a pas de ressources, l'Union européenne est maintenant donne des ressources, mais à dose homéopathique, si je puis dire. Euh, Ça veut dire que si l'Afrique n'a pas les moyens aujourd'hui financiers de gérer cela, ce serait pratiquement impossible de faire du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Ça, c'est quand même un sérieux problème à régler. Ok. Ok, disons que je ne me suis peut-être pas étendu là-dessus, Ibrahima, mais en fait, lorsque je dis de ça, je dis qu'il faut s'arrêter un moment pour réfléchir. Je l'ai indiqué d'ailleurs pendant ma présentation, la paix et la sécurité relèvent d'un phénomène multidimensionnel. Il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect financier, généralement l'aspect sécuritaire, je le mets même en dernier. Parce qu'en fait, si tous les autres aspects sont réglés, l'aspect sécuritaire devient ultra minime. Je suis d'accord que la question de financement est à mettre sur la table parce que les Nations Unies n'existeront donc plus dans la configuration. Vous avez posé la question. L'Union africaine, l'Union européenne donne vraiment de financement, des financements. Vous avez parlé de doses homéopathiques, mais je dirais simplement qu'il ne correspondrait peut-être pas à l'ambition sécuritaire de l'Union africaine. Sachant que là encore, la question géopolitique peut intervenir, dans le sens où même si les fonds étaient disponibles au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qui indique que dans les priorités de l'Union européenne, il faudrait injecter tous ces fonds sur les processus sécuritaires? Par contre, lorsque je disais que c'était un moment de réflexion intra-africain, ça va permettre de réimaginer aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formes de financement. Parce que je ne suis pas convaincu que l'argent manque en Afrique, en fait. Moi, je pense que c'est la manière dont on mobilise les fonds et surtout les sources qui sont mobilisées. Donc, peut-être si ce nouveau modèle est imaginé, ça va recréer la confiance et surtout si c'est un modèle ouvert, on peut se retrouver dans une situation, je donne comme ça des cas de figure, hein, on peut se retrouver dans une situation où des partenaires techniques et financiers qui ne sont pas nécessairement des acteurs politiques vont être impliqués dans la manœuvre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le modèle soit pensé et tout dépend de l'hypothèse qui est retenue par les officiels. Mais en théorie, en règle générale, j'ai envie de dire que ce n'est pas les fonds qui manquent. Il va falloir créer un climat de confiance, rassurer les Africains, leur indiquer surtout que le moment est venu pour l'Afrique de penser elle-même les processus sécuritaires et d'initier elle-même les opérations de maintien de la paix plutôt que dans la configuration actuelle où tout est pensé à New York, même si aujourd'hui on a une relative centralité de l'Afrique dans ces questions-là. J'espère que cette fois-ci, c'est plus ou moins clair. Parfait, prof. Merci beaucoup. Merci.
derrière. Merci. La parole est à Rabiatou Diallo. D'accord, merci Fadilou pour la parole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je veux remercier Monsieur Awono pour cette présentation qui est très riche. Alors moi, j'aimerais juste renchérir sur le consensus des pays hôtes pour le déploiement d'une mission, d'une opération de maintien de la paix. Parce que trop souvent, je me dis que les États en conflit semblent percevoir ces opérations-là comme étant une ingérence plutôt que comme un partenariat en fait. Et cela limite un peu l'efficacité et fragilise la légitimité de ces opérations de maintien de la paix auprès des populations. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de poser la question à Monsieur Aono, la question de savoir que est-ce que c'est pas aujourd'hui nécessaire que l'ONU réponse à des réformes dans le déploiement de ces opérations de maintien de la paix pour espérer justement avoir un succès de ces missions qui sont déployées notamment en Afrique. C'est ma question. Merci. Si vous voulez, on peut prendre une autre question avant de prendre une... Alors, je préfère y aller rapidement parce Ok, que c'est bon. j'aime bien réagir dans le feu de l'action. C'est Madame Rabiatou, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Madame Rabiatou Diallo. Oui, donc je commencerai par le dernier aspect, ou plutôt la question, puisque je considère ce que vous avez dit à l'entame était plutôt une remarque, c'est bien ça. En effet. Voilà. La question de la réforme est sur la table, hein, elle est envisagée. Et comme je l'ai dit, il y a d'ailleurs il y a déjà quelques pistes parce que on a très bien vu que l'agenda de la paix tel qu'il avait été pensé dans les nations, au sein des Nations Unies, donc à l'époque du secrétaire général Boutros Ghali, cet agenda montrait déjà euh, euh, ses limites. Et donc, si vous allez, par exemple, je pourrais envoyer la référence aux organisateurs. Il y a une note d'orientation des Nations Unies, notamment la note d'orientation numéro 9 publiée en juillet 2023, qui porte effectivement sur un nouvel agenda. J'en ai parlé tout à l'heure, peut-être sans donner des détails. Un nouvel agenda pour la paix, où ces questions sont désormais abordées. C'est vrai que ce nouvel agenda reprend un peu les éléments du document de 1992 sur la manière dont on envisage les opérations de paix, mais il faut quand même saluer la dimension ambitieuse des recommandations qui sont faites dans ce document et qui, contrairement à celui de 1992, tient quand même compte d'un certain nombre de retours de terrain. Et ça va avoir un lien avec ce que vous avez, avec la remarque que vous avez faite plus haut, parce que le secrétaire général des Nations Unies le soulignait d'ailleurs à grands traits en indiquant que cette nouvelle base ou cette nouvelle matrice qui va guider les actions des Nations Unies dans le secteur du maintien de la paix s'articule autour des principes voilà, de confiance, de solidarité et de l'universalité. Bon, moi, je voudrais insister surtout sur la confiance si on ne prend que le cas du Mali. C'est une question, lorsqu'elle n'est pas réglée, on va s'imaginer on va s'imaginer une opération de paix qui va forcément s'éterniser, ou alors qui, même si elle a pris fin, n'aura pas produit de fruits. Donc, je vous invite à lire cette note d'orientation numéro 9 qui a été produite en juillet 2023. Et si vous comparez avec, par exemple, l'agenda de Boutros Ghali, de la paix de 1992, vous allez voir un peu il y a quelques changements. Je pense que quand vous regardez ce document, il devrait y avoir 12 propositions concrètes qui montrent quand même une ambition de changement, une grande ouverture des opérations de paix. Donc, ça, c'était pour la deuxième question. Sur la première,
la question du consentement est toujours inévitable, mais vous dites qu'il y a eu comme une forme de confusion parce que il y a eu comme une forme d'acceptation de cette opération plutôt sous forme de partenariat. Mais je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par là. Est-ce que vous pouvez mieux l'expliquer? Parce que nous, j'ai plutôt expliqué qu'il y avait comme une hostilité hein, de la part du Mali. Donc, je voudrais un peu comprendre ce que vous voulez dire à ce sujet-là. Je n'avais pas bien saisi. Merci, prof, pour la question. En fait, je m'aligne également du même côté que vous, justement en prenant l'exemple du Mali, parce que une fois que les autorités du Mali sont venues, ils ont fait savoir qu'ils n'en ont plus besoin de la mission, et donc la mission a été arrêtée au Mali. Donc, on prend un exemple juste par la mission qui a été déployée au Mali. OK. Merci beaucoup. Autre question? La parole va être donnée à Monsieur Mohamed Dian, suivi de Techno Commande 18. OK. Mohamed Dian, vous avez Bonjour, la parole. Ouais. bonjour, vous m'entendez, hein? Oui, c'est bon, on vous entend. Ouais. Merci et merci à Dr. Awono pour cette présentation. Moi, j'ai quelques réflexions et qui vont déboucher sur des questions. Donc, merci de noter. C'est tiré un peu de choses que vous avez dites dans votre présentation. Ma camarade de tout à l'heure l'a déjà effleuré la première question, ce qui porte sur le consentement du pays hôte. Moi, cet argument-là me frappe toujours quand on le dit. C'est que cette idée que la mission dépend du consentement du gouvernement. Bon, je suis pas spécialiste, je suis pas expert, donc la question peut être naïve, mais à quoi sert une force internationale si elle doit demander la permission au gouvernement hôte, sans oublier que le gouvernement est parfois une partie du problème. Donc, à quoi sert une force internationale si elle doit demander la permission à ceux qui sont parfois une partie du problème, comme vous l'avez donné l'exemple du Mali et aussi des autres contextes que nous connaissons tous, où les gens ont dit partez et les gens sont partis. Donc, on déploie des milliers d'hommes, on dépense des milliards, mais au moins du coup de pression politique, tout s'effondre. Et la deuxième réflexion porte sur là où vous parlez d'une mutation du paradigme, où l'Afrique est en train en quelque sorte, de reprendre la main, comme vous le dites. C'est certes séduisant, mais moi, personnellement, quand je regarde l'actualité, je crois que la plus récente, je l'ai vue, je peux me tromper, au Somalie, en Somalie, où il y a eu le passage, j'ai oublié le nom de la mission, je crois que c'est Osom, quelque chose comme ça, où la nomination la dénomination de la mission a changé. Mais est-ce qu'on ne change pas juste l'étiquette? Le financement, on l'a dit, je crois, tout à l'heure, vient toujours d'ailleurs. Or, comme on dit chez nous, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. On nous parle d'un cadre financier plus stable pour l'IA, mais dans les faits, est-ce qu'on est capable de projeter une certaine force sans attendre le feu vert? Pas seulement le feu vert, mais le feu vert est aussi le chèque de Bruxelles ou de Washington. Vous avez donné l'exemple du Rwanda, mais je crois que si le Rwanda s'impose aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il a compris qu'il fallait être un prestataire efficace. Mais est-ce que c'est cela la vision africaine de la paix? Une armée d'élite qu'on loue pour éteindre des incendies sans jamais s'attaquer à ce qui a allumé le feu. Et le dernier point, c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Quand vous parlez de cap politique, pour moi, je pense que le cap, ça, c'est le grand absent du débat. Mon avis personnel, c'est que nous avons trop militarisé la paix. Et ça se ressent même dans ce genre de discussion. J'ai eu à suivre d'autres discussions autour de cette thématique-là. Les discussions sont trop militaires. On parle de renseignement, de capacité, de déploiement. Mais quel est le projet politique? Si le projet politique, c'est de protéger des institutions qui ne servent pas le peuple, alors la paix sera toujours négative.
Aujourd'hui, les tensions au Sahel et les recompositions qu'on voit en RDC, on a l'impression que la population préfère avoir un homme fort ou une solution radicale locale plutôt qu'une mission internationale qui parle de droits de l'homme alors que les gens meurent de faim ou d'insécurité. Donc, en somme, mon impression de non-spécialiste est que le maintien de la paix en Afrique est à la croisée de tous ces chemins-là. C'est-à-dire que soit on continue avec le modèle de New York, qui se meurt à petit feu d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le brouillard qui pèse sur l'avenir de l'ONU, soit on bascule dans une sécurité africaine musclée, mais cette sécurité-là risque peut devenir un outil de puissance pour certains États et pour certains hommes dans certains États. Donc, si c'est clair, ce sont les quelques questions que j'avais. Merci beaucoup. Ok, je considère plutôt cela comme des commentaires très utiles, hein, très éclairés, très instructifs, plutôt que des questions, mais je vais me permettre à mon tour de dire quand même un mot. La première chose, effectivement, vous avez raison de dire que lorsqu'on on réfléchit sur les opérations de maintien de la paix, il y a toujours comme un fort accent militaire et un fort accent martial lorsqu'on on aborde ces questions. Et j'aurais dû peut-être m'étendre sur le cap politique, mais je pense que vous avez très bien compris parce que en parlant de cap politique, ce que je voulais justement dire, c'est que euh, la paix, et je crois que je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs reprises, la paix ne signifie pas seulement arrêter de faire tonner les armes. Et c'est tout le sens en fait de la paix positive. La paix positive, c'est la crédibilité des institutions, leur solidité, le respect des droits de l'homme, la démocratie. Voilà. Donc, lorsque je parle de paix positive, c'est effectivement à ça que je fais référence. Et je vous rejoins complètement. Complètement. Lorsque vous indiquez que les réflexions sur les processus de paix sont des réflexions purement militaire. Et même quand j'interviens dans les académies militaires pour des cours, c'est exactement ça ma posture. En disant que lorsqu'on pense la sécurité, d'ailleurs, rien que le concept de sécurité lui-même aujourd'hui est un concept qui a purement évolué. La sécurité n'est plus la sécurité de 1990, en tout cas avant 1990, où on réfléchissait à la confrontation militaire entre unités politiques, dont les États. Donc, il y a eu effectivement une évolution pour dire en fait que le problème du cap politique peut encore être plus profond. Et vous avez évoqué très sommairement ces aspects. C'est la question de la culture politique. Quelle est la culture politique, le niveau de culture politique dans les États en crise? Comment se représente-t-on le changement politique dans ces États? Est-ce que le changement vise à crier dans la rue en scandant le nom d'un leader pour dire qu'il est très fort, il est charismatique, tout ce que vous voulez, sans que de manière concrète, il n'y ait d'action visible sur la vie des populations. Et je suis très réservé là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai problème de culture politique, mais de conscience, surtout de conscience politique. Évidemment, ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est ça et là le réveil de la jeunesse qui commence à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mais comment est-ce que ce réveil-là s'articule avec toute la dynamique sociopolitique? Est-ce qu'il est suffisamment révélateur d'une capacité à faire basculer la balance? La question peut être posée, elle peut faire l'objet d'un autre débat. Après, il y a un autre aspect que vous avez évoqué, j'aime bien cette expression, la question du chèque. Le chèque de Washington et le chèque de Bruxelles. Il faut dire effectivement que lorsque nous évoquions tout à l'heure avec, je crois, Ibrahima, la question du principe, voilà, c'est le principe de subsidiarité dans la Charte des Nations Unies qui indique effectivement que les organisations régionales vont, entre guillemets, sous-traiter, mais en tout cas, c'est sur elles que prendra appui l'Organisation des Nations Unies pour gérer les questions de paix et de sécurité. Ce principe de subsidiarité, en fait, cache, il y a un aspect, en fait, qui n'est pas clairement évoqué. Il cache, en fait, les transactions financières et la vassalisation de l'Afrique. Parce qu'en fait, lorsque les transactions financières sont gérées sous forme de chèques, comme vous indiquez, il y a une forme de domination
du nord sur le sud. Et j'ai discuté un jour avec quelqu'un en France sur ces questions et qui était quelqu'un d'assez... en réalité, c'est un peu à ce type de réflexion que je faisais référence lorsque je parlais de la distinction entre maintien de la paix et lutte contre le terrorisme, parce que c'était ça notre discussion. Et il m'a clairement dit, les problèmes sont au sud, l'argent est au nord. Donc, vous voyez un peu le type de réflexion. Et je pense que l'Afrique doit prendre conscience de cet état de choses. Et ça, c'est de la pure réalité. Et lorsqu'on parle des questions de sécurité, il ne faut pas se voiler la face. C'est du réalisme pur et dur. Quelqu'un m'a dit un jour, l'Afrique n'a pas besoin de développement durable, mais du développement tout court. Et je crois que je suis d'accord avec cette personne. Parce que dès qu'on s'engouffre dans des aspects hyper discursifs, on commence à sortir de la réalité. Et c'est là où je vous rejoins. Je vous rejoins pour dire en fait que, un, il faut régler de manière autonome la question financière. La grande question, c'est aujourd'hui, a-t-on les moyens pour cela? Je laisse le débat ouvert. Deux, il faut travailler à la dissémination de la conscience politique pour que lorsqu'on parle de changement, que même le collégien puisse comprendre que il n'est pas seulement le seul à être impacté, mais les générations futures vont aussi être impactées. Et troisième aspect, c'est la question de l'élite. Et je crois que vous avez aussi d'une manière ou d'une autre fait référence à cet aspect. Quelle est l'élite aujourd'hui qui euh, est au premier plan lorsqu'on veut régler les questions les problèmes de paix dans un pays? Est-ce une élite, comme le disent les sociopolitistes, une élite comprador, c'est-à-dire une élite qui est véritablement axée sur la recherche de de son gain personnel cette fois-là? Parce il me semble que ce n'est pas ça la vraie définition de l'élite. Donc, il y a ça à voir aussi. La question des élites, peut-être je ne me suis pas trop étendu là-dessus, mais la question du leadership politique est vraiment à prendre au sérieux. Et dernier point que je voulais commenter à la suite de votre propos, c'est la question de la souveraineté. Vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi on a encore besoin du consentement d'un pays lorsqu'il s'agit d'une question de vie et de mort. Je vais paraphraser ça comme ça. Je suis d'accord avec vous. Et c'est d'ailleurs tout ça le sens de la responsabilité de protéger qui dit que si un État devient voyou, trop voyou, au point qu'il ne peut plus protéger ses populations, alors une force internationale, au nom du droit international, effectivement, va devoir intervenir. Mais il ne faut pas oublier, et là je suis en train de vous faire un clin d'œil libyen, il ne faut pas oublier que si on raisonne seulement dans ce sens-là en disant qu'on n'a pas besoin de la vie de l'État, on va se retrouver aussi dans un désordre qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que le droit international peut intervenir, même si aujourd'hui beaucoup de personnes s'accordent à dire, au regard de ce qui se passe dans le monde, que le droit international n'a plus de place. Mais ça reste un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que les Nations Unies sont quand même un rassemblement d'États souverains. Et que lorsqu'une opération de paix doit être pensée, il faut prendre en compte cet aspect-là. Donc voilà un peu les aspects que je voulais mettre en lumière pour commenter votre propos. Merci. Je pense qu'il y a une importance qui ressort des échanges de plus en plus. Et pour ne pas empiéter sur le temps, vu qu'il est 16h19 actuellement, je demanderai aux trois autres personnes qui doivent poser leurs questions d'être beaucoup plus brefs dans leurs interrogations. La parole est à Techno Camon, Ousmane Thiam et Komlan Cécile. Linda va fermer la marche. Vous avez la parole, Techno Camon 18. Et surtout, essayez d'être le plus bref possible, s'il vous plaît. Oui, bonjour et toutes mes félicitations à l'intervenant, M. Aounou, professeur Aounou. Je réponds au nom de Joseph Silva. Et il me semble vraiment très difficile d'être un peu très plus circoncis comme vous le demandiez. Voilà, j'ai une double posture de politiste, également aussi de journaliste. J'ai un regard très appuyé sur les questions militaires et les questions, n'est-ce pas, d'OPIN et d'OPEX. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre culture
en polémologie, également aussi en nérologie, dans son versant anglo-saxon. Voilà, je vous ai bien suivi et vous avez bien fait, n'est-ce pas, de dresser, n'est-ce pas, le décor à travers une analyse, n'est-ce pas, conceptuelle, une analyse, n'est-ce pas, tout est pointue des questions, n'est-ce pas, de maintien de la paix. Je suis en phase avec vous. Voilà, me revient ici, n'est-ce pas, cette question qui a été posée, n'est-ce pas, par M. Khan, par le professeur Khan. Voilà, qu'adviendrait-il à l'Afrique au cas où l'Union, au cas où, comment les Nations Unies n'existeraient point? C'est une question fondamentale. Dans votre analyse, vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas, de la force du renseignement sur les questions liées au maintien de la paix. C'est des questions, n'est-ce pas, qui sont essentielles. La mutualisation de nos efforts. Voilà, donc, cher professeur, donc de Monrovia au Darfour, c'est-à-dire la mission hybride au Darfour, et cette mission cette mission africaine, en passant, n'est-ce pas, par le Congo, jusqu'en Centrafrique, MONUSCA, je ne dirais pas que de façon péremptoire que ces OPEX sont un fiasco, mais je vais relativiser ça en disant que ces OPEX-là ont montré, n'est-ce pas, leurs limites. Voilà, maintenant, que se passe-t-il face à nos armées africaines, connaissant, n'est-ce pas, leur composition? On voit que souvent, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des conflits armés ou bien des insurrections, il suffit, n'est-ce pas, qu'une déferlante factionnelle, en un temps record, n'est-ce pas, entre dans la capitale africaine. Pour dire comme conclusion, n'est-ce pas, que nos armées sont mal équipées. Donc, qu'adviendrait-il, n'est-ce pas, si nous devons faire, n'est-ce pas, cavalier seul? Y aurait-il, n'est-ce pas, une force africaine en réaction, en temps de crise, capable, n'est-ce pas, de venir à bout, n'est-ce pas, de tous ces conflits-là, n'est-ce pas, qui ensanglantent, n'est-ce pas, la fusion de 1900 du continent africain? Donc, voilà ma question. Et je vous remercie vraiment pour cette expertise intellectuelle. Oui, je pense qu'il nous reste deux autres interrogations. Il est 16h23, on va essayer de maximiser sur le temps. S'il vous plaît. Ok, déjà je réponds rapidement le temps que les autres interventions se préparent. Eh bien, effectivement, merci beaucoup pour pour vos remarques hein, et l'appréciation que vous faites de ma modeste présentation. Je dirais, il y a un aspect que je n'ai pas voulu, et peut-être pour ne pas heurter notre ami qui trouvait que le débat était très militarisé, mais bon, pour les besoins de la cause, on le fera. Il y a un aspect que je n'ai pas abordé, c'est la question des capacités opérationnelles et la question de la culture stratégique. Parce que s'il fallait parler en technicien des questions militaires, ce qu'il faut dire effectivement, c'est que si jamais cela devait arriver, le premier ménage à faire, c'est le ménage sur la culture stratégique. Une culture stratégique qui est une culture purement occidentale, qui est une culture extravertie, va forcément porter un coup fatal à la capacité de l'Union africaine à réagir en cas de disparition des Nations unies. Et je suis content parce que ce que je vois dans les académies militaires et policières depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a effectivement un travail qui vise à penser ces processus-là de manière endo-africaine. Donc ça, c'est vraiment un aspect important, mais il reste effectivement la grande question du cordon. Il ne faut pas vraiment qu'on se leurre, hein. Il faut rester très, très objectif et vigilant à ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement qui est impulsé. Donc si, parce que là, je suppose que vous voulez des réactions, des solutions concrètes. Premier élément, il va falloir nettoyer au niveau des cultures stratégiques. Ça veut dire que même la manière dont on enseigne dans les académies militaires, mais vous avez bien compris que dès lors qu'on parle de culture stratégique, nous sommes là dans le long terme. Alors que s'il fallait immédiatement réagir, c'est-à-dire si ça se produit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain? La première chose, et heureusement, nous avons des brigades qui sont positionnés ou qui sont censés être positionnés dans chaque sous-région.
les brigades. Ce sera le premier outil sur lequel il faut prendre appui. Mais là encore, il va se poser la question de l'interopérabilité, puisqu'on a dit qu'on parlait technique. Comment des armées qui n'ont jamais été entraînées pour combattre ensemble ou pour agir ensemble sur le terrain vont forcément venir à bout d'un phénomène? Donc ça, c'est un aspect qu'il va falloir régler. Peut-être les chefs d'état-major trouveront des solutions immédiates. J'ai dit tout à l'heure qu'on parlait en technicité, mais je ne suis pas un technicien opérationnel de la guerre. C'est-à-dire que je ne vais pas jusqu'à manipuler à, à l'usage du canon. Moi, je suis vraiment sur des aspects purement réflexifs. Et puis, il y a un troisième aspect, il ne faut pas l'oublier, je pense que ça a été signalé ici, il faudra travailler à l'adhésion populaire. Parce que ces mécanismes n'auront pas de sens s'ils ne sont pas adossés sur une forme d'adhésion populaire. Et le reste, il va falloir compter sur la bonne foi des élites et du leadership politique. Donc voilà, merci. On va prendre les questions de Ousmane Thiam et de Komlan Cecilinda. Et j'insiste sur la rapidité dans les interventions, s'il vous plaît, parce que là, on doit jouer la montre, en fait. La parole est à M. Ousmane Thiam. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur le modérateur Fadilou, et merci pour l'intervention de monsieur Owano. C'est vraiment instructif de mon côté. Alors, moi, mon intervention serait une sorte d'observation critique par rapport par rapport aux propos concernant la transposition des opérations de maintien de la paix internationale, notamment en Afrique, quant à leur manque d'adaptabilité. Alors, par rapport à ces propos, moi, je dirais peut-être ces missions visent à protéger avant tout les civils et stabiliser les zones de conflit. Alors, beaucoup critiquent leur manque d'adaptabilité aux réalités peut-être locales en raison des mandats standardisés ou bien de contraintes institutionnelles. Or, certaines missions sont dirigées par des responsables africains, ce qui pourrait améliorer peut-être la compréhension des contextes régionaux sur le terrain. Alors, cette observation remet alors en question l'idée d'inadaptabilité, par exemple, totale des missions en Afrique. Or, c'est dirigé le plus souvent en 99% par des Africains. Alors, elle soulève la question de savoir si les missions sont réellement inefficaces ou si les obstacles viennent d'autres facteurs. Dès lors, la question qui s'est assortie est de savoir dans quelle mesure, par exemple, les opérations de maintien de la paix restent-elles limitées malgré la direction africaine sur le terrain. Si on prend l'exemple de RDC, qui était Bintou Keïta, actuellement c'est un certain James Eswan, donc qui n'est pas d'ailleurs africain. Donc en prenant ces éléments, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme élément de réponse? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Vous imaginez aussi la complexité, que la complexité de la question va entraîner la complexité de la réponse. Je comprends déjà votre sens critique parce que, et je crois d'ailleurs que toutes les remarques de cet après-midi se rejoignent dans le sens où à trop militariser le débat, on met de côté effectivement les aspects liés à la protection des civils et vous faites bien de recentrer un peu le curseur sur ce sujet-là. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que personnellement, on a besoin de prendre un peu de recul, hein. Ça fait pas longtemps que nous sommes en présence de ce changement de paradigme et j'ai pour habitude personnelle de dire que lorsqu'il faut évaluer une situation, il faut, de la même manière qu'on a des outils pour évaluer ce qui s'est fait depuis 1960, de la même manière qu'on a besoin d'un peu de temps pour évaluer ce qui serait convenu d'appeler une transition paradigmatique et qui date de maximum 10 ans. Je pense qu'il y a encore des choses à voir, surtout dans un monde qui bouge.
nos hypothèses d'aujourd'hui peuvent être complètement déstabilisées demain avec la configuration géopolitique du monde. Donc, c'est ce que je peux dire hein, pour rester tout à fait prudent. Et merci à vous. La parole est maintenant à Monsieur Komlan Cécile Linda. J'en profite juste avant de lui donner la parole pour poser la question de Monsieur Ayrton Aubry, qui est le directeur scientifique du programme NAM. Il voulait savoir qu'est-ce qu'on peut entendre par africanisation du maintien de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Financement, commandement, entre autres. Avant de passer la parole à Monsieur Linda. Ok, je réponds rapidement à Ayrton à qui j'ai dit un bonjour en le remerciant encore du soutien qu'il nous a apporté à Dakar. Je pense que nous sommes beaucoup plus sur les aspects liés au commandement. Nous sommes beaucoup plus sur les aspects liés au commandement. Je ne sais pas s'il a écouté les interventions liées au chèque de Bruxelles et de Washington pour indiquer en fait qu'il reste encore ce lien quand même au sujet des questions financières. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le fil d'Ariane d'un certain nombre d'inquiétudes qui sont partagées cet après-midi quand on écoute les principaux échanges. Donc, je dirais à Ayrton effectivement que ça a beaucoup plus trait au commandement en fait. Je passe la parole à Monsieur Komlan Cécilinda. Bonsoir. Désolé. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, on vous Bonsoir. entend, madame. Ok, d'accord. Déjà, je remercie le modérateur, Monsieur Fadilou, pour la modération et le docteur Awono pour la présentation qui est très enrichissante, sinon qui a été très enrichissante et qui nous permet de mieux comprendre les opérations de maintien de la paix, spécifiquement le cas du Mali à travers la MINUSMA. Et moi, je voudrais dire, hein, ce n'est pas une question, mais un apport, sinon une contribution. Et j'ai pu remarquer à travers la présentation du docteur qu'il a bien fait part des différents principes comme le consentement, l'universalité ou bien la confiance qui doit exister entre l'État et les Nations Unies, par exemple, lorsqu'on doit déployer une opération sur le terrain. Mais je dis, il est également opportun également de prendre en compte le mandat de la mission qui est très important. On a pu constater le cas malien qui, depuis 2012, a connu une crise sociopolitique et sécuritaire et avec une dynamique assez complexe. Donc, l'inadaptabilité du mandat des Nations Unies par rapport à cette mission de la MINUSMA a certainement fait que cette mission n'a pas pu réellement accomplir, sinon n'a pas pu atteindre les effets escomptés. Donc, je pense que c'est très important pour une mission des Nations Unies. Il faut réellement que la mission ait un mandat très, très solide pour pouvoir vraiment arriver à atteindre les objectifs. Surtout que dans le cas malien, on sait que la crise a été très complexe et elle est toujours complexe d'ailleurs. Donc, je voudrais juste souligner cet aspect-là, qu'en dépit de tous ces principes, il est important de penser au mandat, la structure et surtout la mission de chaque mission en Afrique, parce que les contextes diffèrent de part et d'autre. C'était juste ma petite contribution. Merci. Merci beaucoup et puis désolé de n'avoir pas abordé cet aspect. Il est évident que si on parle d'opération de paix, automatiquement, on commencera par parler par le mandat. Bon, je me suis un peu fourvoyé en pensant que je parle uniquement à des spécialistes. C'est pour ça que je n'ai pas abordé. Donc, merci du rappel, hein, merci beaucoup. Merci à vous, M. Awono. Juste sur la question des spécialistes, là, on a un public qui est assez varié. Ça C'est peut ça. à la fois combiner des diplomates. Par exemple, au début, on avait l'ambassadeur Cissé qui est directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. On peut avoir aussi des académiciens qui évoluent dans les universités. On peut avoir des professionnels de la société civile. Mais le public, il est beaucoup plus soutenu au niveau des étudiants de l'UQAD et de l'UGB. Il y a également les membres de l'ASPAT qui peuvent également prendre part à nos séminaires. Merci à vous. D'accord, pas de Ouais. souci. Je pense que vous avez un mot de la fin. Après cela, on pourra lever la séance.
D'accord. Le mot de la fin, que dire, que dire? Je suis déjà content d'avoir cette réflexion combien pertinente pour notre continent, mais je suis surtout marqué par la diversité des interventions qui ont, n'est-ce pas, confirmé l'intérêt en fait pour la réflexion. Et vous savez qu'une réflexion sur le maintien de la paix ne peut pas être bouclée en 1h36 minutes. Il y a toujours à redire. C'est pour ça que vous avez remarqué à un moment, je disais toujours, je laisse la question ouverte. Comme pour dire, en guise de mot de la fin, que les questions qui n'ont pas pu être complètement développées pourraient peut-être faire l'objet de réflexions parallèles dont vous jugerez vous-même du format. Mais je pense que c'est des questions qu'il faut continuer à creuser, en tout cas pour l'intérêt de notre continent. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, Monsieur Awono, pour la qualité de l'intervention qui est revenue sur l'état des opérations de maintien de la paix en Afrique, avec un focus ou plutôt une étude de cas principale sur le Mali et la République démocratique du Congo. On observe que les opérations de maintien de la paix continuent à défrayer l'actualité, principalement sur le continent africain, puisque dès l'entame, j'avais souligné que sur les 11 opérations de maintien de la paix recensées par le département des opérations de maintien de la paix, 5 se déroulaient sur le continent. Il y a également l'actualité du retrait de la MINUSMA du Mali, l'actualité du renouvellement du mandat de la MONUSCO, entre autres. Il y a aussi des sujets tels que la volonté d'appropriation, l'intérêt des acteurs en présence avec la théorie réaliste que vous avez eu à mentionner. Il y a la dépendance soutenue des États africains avec l'argent qui est principalement, ou encore le financement qui est le nerf de la guerre. Il y a également la question logistique, matérielle, entre autres. Malgré une certaine crise du multilatéralisme, les organisations de maintien de la paix continuent à être entretenues. L'exemple est donné par l'appui qu'a fourni l'administration Trump, par exemple, pour le renouvellement de la MONUSCO dans un contexte où les États-Unis avaient parrainé l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sur ce plan, j'aimerais juste vous rappeler que le séminaire a été enregistré et pourra être disponible sur le site du LASPAT, qui est le volet principal qui est le volet principal entretenant le programme NAM. S'agissant du programme NAM, il y a d'autres activités qui sont également développées, telles que la production d'un bulletin mensuel, des capsules vidéo, des séminaires comme celui que l'on tient actuellement. Il y a aussi récemment une actualité de veille qui est nourrie concernant la guerre en Iran. Sur ce, je vous dis merci également au public pour la qualité des questions, des interventions et des contributions. Et je vous dis à bientôt pour une autre séance de séminaire. Merci. Merci beaucoup.